Is on trial outside Hamburg, Germany, accused of being an accessory to the murder of thousands at a Nazi concentration camp. Dans l'ombre du régime nazi malveillant, un chapitre glaçant de l'histoire a été gravé par 8 femmes notoires, dont les noms sont devenus synonymes de brutalité et de terreur. En tant que gardiennes dans les camps de concentration SS pendant la Seconde Guerre mondiale, ces femmes ont exemplifié les profondeurs les plus sombres de la cruauté humaine. Chacune de ces femmes symbolise une facette de la cruauté qui imprégnait les camps de concentration, offrant un aperçu de l'inhumanité profonde de l'ère de l'Holocauste. Rejoignez-nous pour plonger dans les héritages horrifiants de ces 8 gardiennes SS infâmes. Numéro 1. Maria Mandel. Maria Mandel, née en 1912 à Münzkirchen, en Autriche, se distingue comme l'une des figures les plus notoires parmi les gardiennes SS de l'ère de l'Holocauste. Son mandat en tant que femme la plus haut gradée à Auschwitz-Birkenau lui a valu le surnom glaçant de « la bête d'Auschwitz ». Le parcours de Mandel vers l'infamie a commencé avec son implication précoce dans la SS, aboutissant finalement à sa nomination comme Lagerführerin ou chef de camp, du camp pour femmes d'Auschwitz II-Birkenau en 1942. Le règne de terreur de Mandel à Auschwitz-Birkenau était caractérisée par son implication directe dans le processus de sélection, où elle déterminait le sort de milliers de prisonniers. Avec un comportement glacial et une volonté de fer, elle condamnait souvent les prisonniers à une mort immédiate dans les chambres à gaz, envoyant d'innombrables femmes et enfants à leur perte. Mandel faisait preuve d'un détachement glaçant, ne montrant ni remords ni hésitation en accomplissant ses devoirs, avec une efficacité impitoyable. Un des aspects les plus troublants de son mandat était son plaisir sadique à infliger des tourments psychologiques. Elle supervisait la création d'un orchestre de femmes à Auschwitz, obligeant les prisonnières à jouer de la musique alors que leurs camarades étaient conduits aux chambres à gaz. Des témoins se souvenaient d'elle se tenant à proximité, un sourire de satisfaction sur le visage, tandis que les mélodies hantées résonnaient dans le camp. Fin 1944, alors que les forces alliées avançaient et que le régime nazi s'effondrait, Mandel fut transféré au sous-camp de Mühldorf de Dachau. Cependant, ses crimes la rattrapèrent après la guerre. En août 1945, elle fut capturée par les forces alliées et extradée en Pologne pour être jugée pour crimes de guerre. Lors de son procès, des survivants racontèrent les horreurs qu'ils avaient endurées sous la main de Mandel. Les témoignages des témoins peignirent un tableau vif de ses actions brutales et de son rôle pivot dans le massacre des prisonniers à Auschwitz-Birkenau. La défense de Mandel, qui prétendait n'avoir fait que suivre les ordres, ne trouva aucun écho, et le tribunal la déclara coupable de crimes contre l'humanité. En novembre 1947, Maria Mandel fut exécutée par pendaison pour ses atrocités, marquant la fin de son règne de terreur. Son nom reste gravé dans l'histoire comme un rappel glaçant des profondeurs de la dépravation humaine et des horreurs de l'Holocauste. Numéro 2. Herta Oberhäuser. Herta Oberhäuser, née en 1911 en Allemagne, se tient comme un exemple glaçant de la perversion de l'éthique médicale pendant l'Holocauste. Formée comme pédiatre, Oberhäuser rejoignit le personnel du camp de concentration de Ravensbrück en 1940 où elle participa activement à des expériences médicales atroces menées sur des prisonniers. Parmi ces expériences figuraient les infâmes essais de sulfamide, au cours desquels Oberhäuser infligeait délibérément des blessures aux détenus et les infectait avec des bactéries pour tester l'efficacité du médicament. Ces procédures étaient réalisées sans aucune forme d'anesthésie, entraînant des douleurs excruciantes, des mutilations permanentes et la mort pour de nombreuses victimes. Les actions sadiques d'Oberhäuser allaient au-delà de l'expérimentation médicale. Elle participa également à des stérilisations forcées de femmes et à l'exécution de prisonniers jugés inaptes à de nouvelles expérimentations. Sa volonté de déshumaniser et de faire souffrir des individus vulnérables démontrait une profonde faillite morale. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le passé d'Oberhäuser la rattrapa. En 1946,
Elle fut arrêtée par les autorités alliées et jugée lors du procès des médecins à Nuremberg. Les témoignages des survivants révélèrent l'étendue de ces atrocités, conduisant à sa condamnation pour crime contre l'humanité. En 1947, Oberhäuser fut condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans les horribles expériences médicales menées à Ravensbrück. Cependant, l'histoire d'Oberhäuser ne se termina pas avec sa condamnation. Malgré ses crimes odieux, elle fut libérée de prison en 1952 pour prétendue bonne conduite. Choquant, elle reprit sa carrière médicale en Allemagne sous un pseudonyme, dissimulant sa véritable identité aux autorités et aux patients. Ce n'est qu'en 1956 que le passé d'Oberhäuser fut publiquement exposé, grâce aux efforts diligents de chasseurs de nazis et d'enquêteurs. Sa véritable identité fut révélée, et elle fut de nouveau arrêtée et accusée de participation à des crimes de guerre. En 1958, Oberhäuser fut reconnu coupable et condamné à 5 années supplémentaires de prison. L'héritage d'Hertha Oberhäuser sert de rappel frappant des échecs moraux profonds survenus pendant l'Holocauste. Sa volonté d'exploiter sa formation médicale pour infliger des souffrances met en évidence les dangers du pouvoir incontrôlé et de l'érosion des principes éthiques en période de crise. Malgré ses tentatives pour échapper à la justice, Oberhäuser dut finalement faire face aux conséquences de ses actions, bien que de manière insuffisante pour rendre pleinement compte de l'ampleur de ses crimes. Numéro 3. Dorothea Binz. Dorothea Binz, connue sous le nom de la Bête de Ravensbrück, fut l'une des gardiennes SS les plus notoires pendant l'Holocauste, laissant un héritage de cruauté et de terreur qui résonne à travers l'histoire. Née en 1920 en Allemagne, la vie de Binz fut sans histoire jusqu'à ce qu'elle rejoigne les rangs de la SS et emprunte un chemin de brutalité sadique. La période de Binz en tant que gardienne SS au camp de concentration de Ravensbrück fut marquée par des actes de violence et d'inhumanité incessants. Élevant rapidement dans les rangs, elle devint formatrice à l'école des gardiens du camp, où elle endoctrinait les nouvelles gardiennes SS dans la culture de la cruauté. En accédant au poste de sous-directrice, Binz exerça sa nouvelle autorité avec un tempérament imprévisible et erratique, se réjouissant du pouvoir qu'elle détenait sur la vie des prisonniers. Les témoins racontaient des récits glaçants de Binz arpentant le camp avec un fouet et un pistolet à la main, instillant la peur parmi les détenus avec ses coups impitoyables et ses meurtres arbitraires. Elle ne montrait aucune hésitation à infliger des punitions, soumettant souvent les prisonniers à des coups brutaux pour des infractions mineures ou sans raison aucune. Le règne de terreur de Binz s'étendait aux inspections quotidiennes des baraques des prisonniers, où elle libérait ses tendances sadiques sans remords. L'un des aspects les plus troublants de la cruauté de Binz était son penchant pour la torture psychologique. Elle organisait des parades matinales, obligeant les détenus à rester debout pendant des heures par tous les temps, utilisant l'occasion pour infliger davantage de souffrance par des coups et des humiliations. De plus, Binz prenait plaisir à lâcher son chien sur les prisonniers, se délectant de leur peur et de leur souffrance, alors que son compagnon canin attaquait avec une férocité vicieuse. À l'approche de la fin de la guerre et à la révélation des horreurs de Ravensbrück, Binz quitta le camp en avril 1945, échappant momentanément à la capture. Cependant, sa liberté fut de courte durée, car les forces britanniques l'appréhendèrent à Hambourg peu de temps après. Binz fut ensuite jugé lors du premier procès de Ravensbrück en 1947, où les témoignages des survivants brossèrent un tableau accablant de ses abus sadiques. Malgré ses tentatives de minimiser son rôle, les preuves contre Binz étaient accablantes. Jugée coupable de ses crimes, elle fut condamnée à mort par pendaison le 2 mai 1947, à l'âge de 27 ans. L'exécution de Binz marqua la fin d'un règne de terreur qui avait fait d'innombrables victimes, mais son nom reste un rappel glaçant des profondeurs de la dépravation humaine sous le régime nazi. Numéro 4. Ruana Bormann. Ruana Bormann, également connue sous le nom de Johanna Bormann, reste une figure hantée dans les annales de l'histoire, son nom étant à jamais lié aux horreurs de l'Holocauste. Née en 1893 à Birnbaum, en Allemagne, le parcours de Bormann vers l'infamie commença lorsqu'elle rejoignit l'auxiliaire SS en 1939.
une décision qui la conduirait sur un chemin de cruauté inimaginable. Pendant son temps en tant que gardienne dans divers camps de concentration, y compris Auschwitz et Bergen-Belsen, les actions de Bormann étaient caractérisées par une impitoyabilité glaçante. L'une de ses méthodes de tourment les plus infâmes impliquait l'utilisation de chiens dressés qu'elle lâchait sur les prisonniers, souvent entraînant des blessures graves ou la mort. Les témoins racontaient des récits poignants du plaisir sadique de Bormann en regardant le chaos se dérouler. Un spectacle sinistre qui lui valut le surnom de « la femme aux chiens ». Au-delà de son utilisation de la terreur canine, Bormann était connu pour sa participation directe au processus de sélection pour les chambres à gaz. D'un simple geste, elle décidait du sort de nombreux individus, les condamnant à un sort d'horreur inimaginable. Son détachement froid et son manque apparent d'empathie suscitaient la peur dans le cœur des prisonniers. Malgré la fin de la guerre et la libération des camps, le passé de Bormann ne serait pas oublié. À la fin de 1945, les forces britanniques l'arrêtèrent pour crimes de guerre, et elle fut ensuite jugée pour ses atrocités. Le procès de Belsen, comme il fut connu, mit en lumière les abus effroyables commis par Bormann et d'autres personnels SS. Les survivants racontèrent courageusement leurs expériences horrifiantes, détaillant le rôle de Bormann dans les passages à tabac brutaux et l'utilisation révoltante de ses chiens pour la torture. Face à des preuves accablantes, Bormann fut déclaré coupable de crimes de guerre et condamné à mort. Le 13 décembre 1945, elle rencontra son destin à la potence, marquant la fin de son règne de terreur. Cependant, l'héritage de Juana Bormann sert de rappel glaçant des profondeurs de la cruauté humaine. Son nom reste gravé dans l'histoire aux côtés des nombreuses vies qu'elle a irrémédiablement blessées. Malgré son exécution, l'histoire de Bormann a continué de résonner dans les décennies qui suivirent. Ses actions sont devenues emblématiques des atrocités commises sous le régime nazi, servant d'avertissement sévère des dangers du pouvoir incontrôlé et de la déshumanisation. Numéro 5. Ilse Koch. Ilse Koch, connue de manière infâme sous le nom de la sorcière de Buchenwald, a laissé une marque hantée dans les annales de l'histoire avec ses actes de cruauté et de sadisme durant l'Holocauste. Née à Dresde, en Allemagne, en 1906, la vie de Koch semblait sans histoire, jusqu'à ce qu'elle épouse Karl Otto Koch, qui devint plus tard le commandant du camp de concentration de Buchenwald. Son mariage l'a propulsée dans une position d'influence au sein du camp, où elle se délectait d'un style de vie privilégié, tout en infligeant des souffrances inimaginables aux prisonniers. Les tendances sadiques de Koch ne connaissaient aucune limite. Elle prenait plaisir à tourmenter les détenus, les soumettant à des tortures physiques et psychologiques sur un coup de tête. Parmi ses actes les plus odieux figurait la prétendue collection d'abat-jours, de couvertures de livres et d'autres objets fabriqués à partir de la peau tatouée des détenus assassinés. Bien que certains contestent la véracité de ces affirmations, la simple suggestion de telles horreurs peint un portrait glaçant de la dépravation de Koch. De plus, Koch jouait un rôle central dans les opérations quotidiennes de Buchenwald, supervisant le processus de sélection pour les chambres à gaz et administrant des punitions brutales aux prisonniers. Son penchant pour la brutalité lui valut le surnom effrayant de « la sorcière de Buchenwald », un nom qui faisait trembler les cœurs des détenus. À mesure que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin et que les forces alliées avançaient, le règne de terreur de Koch prit fin. Elle fut arrêtée par les forces américaines en 1945 et accusée de crimes de guerre. Lors de son procès, les survivants racontèrent les horreurs qu'ils avaient endurées sous ses ordres, détaillant ses actes sadiques et les atrocités commises sous sa direction. Malgré les preuves accablantes contre elle, Koch fut acquittée des charges liées aux abat-jours en raison de l'absence de preuves concluantes. Cependant, elle fut reconnue coupable d'autres crimes de guerre et condamnée à la réclusion à perpétuité. En 1947, le mari d'Ilse Koch, Karl Otto Koch, fut exécuté pour son rôle dans les atrocités de Buchenwald. Pendant ce temps, Ilse languissait en prison jusqu'en 1951, lorsque sa peine fut commuée à 4 ans. Cependant, sa liberté fut de courte durée, car elle fit face à des accusations supplémentaires d'incitation au meurtre.
En 1951, Ilse Koch fut de nouveau jugée et condamnée, cette fois à une peine de réclusion à perpétuité. Elle passa le reste de sa vie derrière les barreaux jusqu'à sa mort par suicide en 1967. Numéro 6. Alice Orlovsky. Alice Orlovsky, connue sous le nom de la maîtresse du fouet, était une figure de proue parmi les gardiennes SS pendant la Seconde Guerre mondiale, tristement célèbre pour ses actions impitoyables au sein des camps de concentration. Née en 1903 à Berlin, en Allemagne, Orlovsky a commencé sa carrière comme auxiliaire SS en 1941, initialement stationnée au camp de concentration de Ravensbrück avant d'être transférée à Auschwitz. Le rôle d'Orlovsky à Auschwitz était principalement axé sur le processus de sélection, où elle déterminait le sort des prisonniers arrivants. D'un simple geste, elle avait le pouvoir d'envoyer des individus aux chambres à gaz ou de les admettre au camp pour le travail forcé. Les témoins racontaient souvent son détachement froid lors de ces sélections, voyant les prisonniers simplement comme des objets plutôt que comme des êtres humains. Cependant, c'est l'utilisation impitoyable du fouet par Orlovsky qui lui a valu le surnom infâme de « la maîtresse du fouet ». Elle était fréquemment vue patrouillant dans le camp avec un fouet à la main, prête à le déchaîner à la moindre provocation. La nature imprévisible et vicieuse d'Orlovsky maintenait les prisonniers dans un état perpétuel de peur, car elle les battait et les fouettait brutalement sans hésitation. Sa réputation brutale l'a suivie même après son transfert à Bergen-Belsen à la fin de 1944. Lorsque les forces britanniques libérèrent le camp en avril 1945, Orlovsky fut parmi celles arrêtées pour crimes de guerre. Lors des procès qui suivirent, les témoins racontèrent les abus horribles et les meurtres commis par Orlovsky à Auschwitz et Bergen-Belsen. Malgré ses tentatives de justifier ses actions comme nécessaires pour maintenir l'ordre, le tribunal la déclara coupable de crimes de guerre. Le 13 décembre 1945, Alice Orlovsky fut exécutée pour ses crimes contre l'humanité, marquant la fin de son règne de terreur. Son histoire sert de rappel glaçant des profondeurs de l'inhumanité qui peuvent surgir sous l'influence d'un régime brutal. Cependant, l'héritage d'Orlovsky s'étend au-delà de son sort personnel. Son cas a soulevé des questions éthiques importantes sur le rôle des individus dans la perpétration d'atrocités et l'importance de les tenir responsables de leurs actions. Le récit de ces actes souligne les conséquences tragiques du pouvoir incontrôlé et de la déshumanisation. Numéro 7. Elisabeth Volkenrath. Elisabeth Volkenrath, un nom synonyme d'horreur et de brutalité, était une figure clé parmi les gardiennes SS pendant l'Holocauste. Née en 1919 en Silésie, en Allemagne, Volkenrath menait une vie apparemment sans histoire avant son immersion dans le monde sombre du régime nazi. Travaillant initialement comme coiffeuse, sa trajectoire changea radicalement lorsqu'elle rejoignit la SS et devint surveillante au camp de concentration de Ravensbrück en 1941. C'est ici que la véritable nature de Volkenrath commença à se manifester. Son mandat à Ravensbrück fut marqué par un mélange de cruauté capricieuse et d'efficacité dénuée d'émotion. Elle supervisait le tri des nouveaux arrivants, un processus qui déterminait qui vivrait et qui serait exterminé immédiatement. La position de Volkenrath en tant que surveillante en chef à Auschwitz-Birkenau renforça davantage sa réputation de « l'exécutrice de Bergen-Belsen ». Là, elle exerçait un pouvoir inimaginable sur la vie des prisonniers, sélectionnant souvent des victimes pour les chambres à gaz avec une indifférence glaçante. Les tendances sadiques de Volkenrath allaient au-delà des simples processus de sélection. Elle était notoire pour ses actes quotidiens de brutalité, soumettant fréquemment les prisonniers à des coups sauvages et à d'autres formes de torture. Les survivants du camp ont raconté son comportement arbitraire et impitoyable, instillant la peur et le désespoir chez ceux sous son contrôle. Son règne de terreur était implacable, laissant une traînée de souffrance et de mort dans son sillage. À la fin de la guerre, les atrocités de Volkenrath furent révélées lorsque les troupes britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril 1945. Capturée et jugée lors des procès de Belsen plus tard cette année-là, Volkenrath fit face à des témoignages qui peignaient un tableau accablant de ses crimes.
des témoins se présentèrent pour raconter les horreurs qu'ils avaient endurées entre ses mains, détaillant l'efficacité froide avec laquelle elle exécutait ses fonctions de surveillante SS. Malgré ses tentatives de rejeter la faute en affirmant qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres, les preuves contre Volkenrath étaient accablantes. En décembre 1945, elle fut condamnée pour son rôle dans les atrocités et condamnée à mort. Aux côtés de ses anciennes collègues, dont Irma Grese, elle rencontra son destin à la potence, faisant face à la conséquence ultime de ses crimes contre l'humanité. Numéro 8. Irma Grese. Irma Grese, souvent rappelée comme la hyène d'Auschwitz, reste l'une des figures les plus notoires de l'Holocauste. Née en 1923 dans une famille allemande troublée, l'enfance de Grese fut marquée par la nature abusive de son père et ses croyances national-socialistes ferventes. Cet environnement jeta les bases de sa descente dans la dépravation. À seulement 19 ans, Grese rejoignit la SS et commença son parcours vers l'infamie. Le mandat de Grese en tant que gardienne SS se déroula au milieu des horreurs de Ravensbrück et d'Auschwitz-Birkenau, où sa nature sadique s'épanouit. Accédant au poste de surveillante SS, ou Aufseherin, sa cruauté ne connaissait pas de limite. Grese était connue pour sa conduite capricieuse et sadique, soumettant souvent les prisonniers à des coups sauvages en fonction de leur origine ethnique ou de ses caprices personnels. Des rapports suggèrent qu'elle tirait un plaisir pervers de la souffrance qu'elle infligeait, avec des allégations de relations sexuelles avec des officiers SS, y compris le tristement célèbre Dr Joseph Mengele. Équipée de bottes lourdes et d'un fouet plaqué, Grese patrouillait dans les camps avec un berger allemand sauvage à ses côtés, un compagnon bestial emblématique de son règne de terreur. Elle entraînait son chien à attaquer les prisonniers sur commande, ajoutant une autre couche de peur et de brutalité à son infamie. À l'approche de la fin de la guerre, la cruauté de Grese persista, même au milieu du chaos de Bergen-Belsen. Cependant, son règne de terreur prit fin lorsque les forces britanniques libérèrent le camp en 1945. Capturée et jugée lors des procès de Belsen plus tard cette année-là, Grese fit face à des témoignages détaillant son incroyable cruauté. Les prisonniers racontaient son sadisme, sa passion pour infliger de la douleur et son absence totale de remords. Malgré sa défense d'avoir simplement obéi aux ordres, le tribunal la déclara coupable de crimes contre l'humanité. Le 13 décembre 1945, à seulement 22 ans, Irma Grese fut exécutée pour ses atrocités. L'héritage de Grese sert de rappel glaçant des profondeurs de la dépravation humaine. Son nom reste synonyme des excès brutaux du régime nazi, un témoignage horrible de la facilité avec laquelle des individus ordinaires peuvent être entraînés dans le mal absolu. Bien que la vie de Grese se soit terminée à la potence, son infamie perdure comme un rappel frappant de la capacité de l'humanité à la cruauté face au totalitarisme et à la haine. Son nom reste gravé dans l'histoire aux côtés des innombrables vies qu'elle a tourmentées et éteintes, un symbole hanté des profondeurs les plus sombres de la nature humaine.